On va accueillir Rémi Villemur. On Qui- accueille Rémi Villemur à l'instant, oui, après cette séquence qu'on n'est plus capable de qualifier. Bonjour Rémi, merci d'être avec nous. Bonjour, Rémi Villemur. Je me disais, bon, dans quel mood je vais les retrouver à cette heure-là? Tu sais, moi, j'ai déjà des amis qui ont fait des parties pendant 24 heures d'affilée, puis là, ils t'appellent pour aller déjeuner, puis là, t'es comme, faut pas que je les fasse descendre, mais c'est pas exactement la même ambiance, là. Non, non, non. Ben, on a dormi. On a dormi cette nuit un petit 6 heures environ. Il y a eu Ouais. un horaire de nuit avec David qui a pris le relais. David que tu as Ouais. croisé à notre balado. Donc, voilà. Mais nous, on est debout depuis 7h30 de mon côté. 7h30 hier pour faire salut, bonjour. Mais Oh, voilà. bravo, les gars. Ben, merci beaucoup à toi. On te félicite aussi. On reviendra aux fleurs plus tard pour toi, mais bravo aussi. Je te laisse, Nando, lancer cette entrevue. Oui, merci d'être là Rémi. Donc, tu es, on n'est pas des journalistes nous autres, mais tu es donc à Cube au 99.5, si je ne me trompe pas, c'est ça le bon chiffre de radio. Puis tu es aussi quelqu'un qui fait un balado comme nous, hein? Donc, il reste du monde, un endroit où tu reçois toutes sortes d'invités, des gens de tous bords politiques. C'est bien que ça existe au Québec. Mais tu es aussi ouvertement et fièrement souverainiste, indépendantiste québécois. Je veux le dire parce qu'hier, il y a du monde qui ne le savait pas. Puis là, j'étais comme, voyons donc comment ils ne savent pas. Bon Dieu. C'est. Ouais. Et j'ai même jamais volontairement ou involontairement cultivé quelque forme d'ambiguïté sur cette question-là. Je me suis jamais empêché de le dire. C'est correct. Écoute, les gens ne me connaissent pas à 100% de la population québécoise. Je ne me prends pas pour un autre. Mais non, non, souverainiste depuis l'âge de 17 ans. 16-17 ans, ça a commencé, cette belle histoire-là. Tu as une qualité que j'apprécie énormément, c'est-à-dire que tu as une belle formation intellectuelle. Je pense que tu es quelqu'un qui lit et qui a lu beaucoup, donc qui s'est fait vraiment une tête, mais tu as aussi une capacité à communiquer, donc à prendre des coups de gueule légendaires. D'où te vient, tu penses, cette capacité à allier un riche fond et une capacité à véhiculer ça de façon agréable pour l'auditeur? Je pense que je ne vais pas être très, très original, là. Je vais peut-être juste faire le mélange entre ce que ma mère m'a légué, mon père m'a légué. Mon père, c'est un lecteur, c'est un diplomate, un pragmatique, c'est un gars qui... Ça, tu vois, c'est peut-être de lui que ça vient, cet intérêt pour les idées, mais aussi pour le débat, pour la discussion, puis cette curiosité aussi, tu sais, pour les gens qui ne pensent pas comme moi. Mais du côté de ma mère, qui est, elle en soi, une femme quand même assez discrète et très délicate, elle vient d'une famille d'agriculteurs, du monde qui niaisait pas. En fait, j'ai OK. découvert il y a 1 an que mon plus lointain ancêtre, du côté de ma mère, c'est un soldat qui a fait la guerre de 7 ans. Puis son surnom, c'était Va de bon cœur, parce que sur le bateau de la France vers le Canada, il faisait rire tout le monde. Donc, on l'appelait Va de bon cœur. C'est pas son nom, là. C'est Pierre Rosson. Puis son alias, c'était Va de bon cœur. Fait que, tu sais, c'était des gens qui aiment. C'est une famille de parleux, de placoteux, de gens qui aiment parler fort, taper sur la table. Fait que tu mélanges ça ensemble, puis ça donne, j'imagine, le résultat que vous avez d'en face. Ça donne Rémi Villemur, quoi. Oui, oui. Ah, excellent. Là, moi, j'ai demandé avant que tu arrives des questions aux gens. Là, on placote, mais je pense que toi, puis moi, Marc-Antoine, puis notre communauté, de façon générale, on aime aller dans le fond des sujets. Oui. Euh, Puis depuis le début de ce live-là, donc nous, on a fait l'histoire un peu du Québec. On est parti de Papineau en 1822. On est arrivé aujourd'hui, on a écouté Point de rupture. On tire des constats de ça. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape d'essayer de regarder vers l'avant. Puis je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Dans notre balado, tu en avais évoqué un peu, mais tu voulais te garder des munitions. Mais là, je vais essayer de te tirer tes munitions un petit peu. Mais allons-y doucement. Tu peux t'essayer, Nando. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce que tu penses. Comment on rend ça effectif, le référendum? Comment on en assure son effectivité, la stratégie pour faire que si on gagne un référendum, par exemple, comment on s'assure que le Québec se soit reconnu, qu'on puisse vraiment devenir indépendant? J'y vais vite, mais je pense que Écoute, tu peux en prendre. il y a deux données intéressantes. La première, c'est le résultat en soi. C'est sûr que
Un non qui gagne avec 55 000 de voix de différence, ça, c'est méga légitime. Ça, il n'y en a pas de problème. Le peuple a parlé, la démocratie règne, bravo. Mais un oui qui gagne avec 55 000 voix, on dirait que c'est suspect. On dirait que là, on se pose la question, ouais, mais c'est-tu normal? Donc, je pense que la responsabilité des souverainistes, mais ça a toujours été ça, la responsabilité, c'est d'obtenir le meilleur score. C'est plus facile de faire reconnaître à l'international un 55-45 qu'un 50,5-49,5. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sûr que ça passe par des bons liens diplomatiques avant la tenue du vote. La dernière fois, il y avait des gens qui parlaient avec la moitié de la bouche, ouais, peut-être que si vous allez là, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, c'est pas un résultat, une ambiance qui encourage et qui stimule les troupes. Les alliés naturels ont peut-être changé. Je regarde ce que la France est devenue. C'est une France très européenne, une France la France macroniste, c'est une France, c'est la France de Wall Street, c'est une France financière avec des personnages qui viennent du monde des finances. Donc, peut-être que Macron n'est peut-être pas le meilleur allié. Macron ne sera plus là, par contre, la prochaine fois, mais peut-être que son héritier, ce sera un peu le même principe. Peut-être qu'il faut se poser la question, un peu impopulaire aussi, peut-être que Trump ou le prochain après lui pourrait être un allié naturel. Le monde a changé. Fait que, il faut juste garder l'esprit ouvert, il faut être curieux, il faut anticiper en même temps qu'être capable de prendre le pouls de ce qui se passe en ce moment. C'est une double capacité de capter du sens historique, politique. Mais je pense que ça échappe pas aux forces en présence en ce moment. Il y a quelque chose qui me tanne déjà, là, c'est d'entendre des gens dire « Ouais, mais là, la petite équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça n'a pas l'air solide, ils sont juste 6, ils sont juste... Ouais, mais c'est parce que ça s'en vient, là. Il va falloir... mais rapidement, il va y avoir une responsabilité de leur côté, c'est d'aller chercher des gros noms, des noms qui sont influents. Je regardais hier, c'est sûr que vous avez vu ça passer, Mitch Garber qui fait une sortie au congrès du Parti libéral à Trois-Rivières en disant « Bon, ça va faire peur. » Ça, encore aujourd'hui, ça dérange bien des indécis. Westmount qui est contre la souveraineté du Québec, c'est-tu bien surprenant? Y a-t-il quelque chose de nouveau là-dedans? Y a-t-il quelque chose qui devrait nous foutre la chienne là-dedans? C'est juste normal. Tout ce qui se passe en ce moment est normal. Le chantage est normal, l'intimidation est normale. On nous avait dit que la peur ne serait pas l'argument numéro 1. La peur est au premier front. Regarde, ils ne sont pas capables de développer une stratégie intéressante, originale et qui fait rêver. Les souverainistes, eux, peuvent faire rêver. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends sur ce qui va se passer. Puis c'est pour ça qu'on voulait faire un tour d'histoire aussi. Hein, c'est pour voir, voici ce qu'ils vont faire. Voici ce qu'ils vont faire. N'ayez pas peur. Exposons-nous déjà. Disons-le, on sait ce que vous allez faire. Vous allez nous faire peur. Puis là, ils vont nous dire non. Puis à la dernière minute, ils vont nous dire on va changer. On va changer. Puis là, on le sait. Là, ils vont nous dire il va changer. Puis après, qu'est-ce qui va changer? Ça va être pire. C'est ça qui va se passer. Donc... tu as absolument raison, Nando. C'est ça qui va se passer. C'est qu'ils vont dire, ils vont tricher, premièrement. OK? Ils vont tricher. Ils vont utiliser une rhétorique extrêmement populiste. Ils vont mentir. Ils vont faire peur au monde. Donc ça a marché. Moi, c'est souvent ce qui me dépasse. Moi, j'avais eu Charles Milliard dans les premiers épisodes du balado Il reste du monde. J'avais reçu Charles Milliard, qui était à l'époque candidat à la chefferie du Parti libéral. Il a perdu, il est arrivé deuxième. Et il m'avait dit, je parle avec un souverainiste en ce moment, disait-il, je suis jaloux parce que vous avez hâte à quelque chose. Vous avez un projet. Nous, on est constamment en train d'être défensif, de défendre un modèle qui ne fait pas l'unanimité, un modèle même qui est difficile à identifier, à nommer, à vanter. Et là, moi, je disais, c'est cute ça, ce que tu me dis, Charles. Évidemment, je le voyais. Mais il y a une affaire qui me chicote, par contre. Ça a marché, votre stratégie. Il me semble, les Canadiens jouent bien en ce moment. Là. Pourquoi ils changeraient leur stratégie? Même chose pour le fédéral. Pourquoi ils changeraient? Donc, ils essayent de nous faire croire qu'ils ont changé, qu'ils veulent changer, qu'ils veulent être positifs, que l'apport des réseaux sociaux, ça va être bien pour eux. Ils vont faire émerger des influenceurs fédéralistes, des influenceurs positifs. Ça n'arrivera pas parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Donc, leur stratégie, elle arrive vers nous comme un 18 roues
à 150 000 à l'heure. On serait juste des estis d'imbéciles, je suis désolé de le dire de même, là, de penser qu'ils vont faire ça différemment, qu'ils vont jouer propre, hein, qu'ils vont se permettre d'attendre la balle puis de faire un amorti au filet comme ça, plutôt que de la smasher comme ça. Non, ils veulent gagner. Donc, la stratégie qui a fonctionné, ça va être la même. Alors, c'est facile pour nous de nous préparer à autre chose. Puis, il faut aussi accepter de jouer selon ces règles-là. Donc là, Nando, tu peux me poser tes questions. Exactement. Ils veulent pas gagner. Ils veulent écraser. Ce sont leurs mots. Hein. C'est une toute autre chose. Comment qu'on fait, justement? Qu'est-ce qu'on fait, nous, face à ça? Est-ce qu'on joue malhonnête? Premièrement, les gars, on ne révèle rien publiquement. Donc, je sais que vous voulez. Non, mais je sais que vous voulez produire du bon contenu, mais vous êtes avant tout des souverainistes, donc vous m'en voudrez pas de ne pas révéler au grand jour les stratégies. Tu sais, il y a peut-être un clin-clin qui nous écoute en ce moment, qui travaille pour les services secrets canadiens. Regarde, ce moment-là qu'on est en train de construire, il va être immortalisé, il va être revisité. J'ai vu récemment un montage qui est monté à plusieurs centaines de likes sur les réseaux sociaux, fait à partir de l'épisode qu'on avait fait ensemble. Donc, OK, c'est pas une façon de m'échapper. J'ai aucun intérêt et on n'a aucun intérêt à discuter de ces choses-là publiquement. Mais tu sais, quand je fais ça, là, par exemple, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je lance un message à des gens qui sont bien positionnés, des gens qui seront mieux positionnés qu'ils ne le sont déjà. C'est des discussions qu'on doit avoir. C'est des discussions qu'on doit avoir. On étudie les mouvements de libération à travers le monde. Ça ne se fait jamais de façon propre. Et quand ça se fait de façon plus propre que ça s'est fait ici jusqu'à présent, bien, c'est quand les deux camps décident de jouer de façon propre, de façon noble, de ne pas frapper à terre la personne qui est tombée, qui a glissé parfois. Elle n'est même pas tombée grâce à la force de son adversaire, elle a juste glissé. Donc, mais ce n'est pas le cas. On a face à nous un camp qui est extrêmement bien sophistiqué. C'est un camp qui paraît encore aujourd'hui pour quelqu'un qui... Tu sais, moi, je suis un peu tanné, là. Vous allez voir, je vais vous révéler les détails d'un épisode qui s'en vient au balado. J'ai eu Christian Dufour face à moi. Puis Christian Dufour, il me disait, tu sais, l'Empire britannique, c'était doux, tu sais, le grand dérangement, là, la déportation des Acadiens, ils n'ont pas été génocidés. Puis là, tu te dis, hey, Christian Dufour, c'est un gars intelligent, là. Tu sais, on peut lui trouver des défauts, mais c'est un gars brillant. Et lui, s'est approprié ce discours-là. Tu sais, il a cru, il a bu dans le Kool-Aid, il croit qu'effectivement, la colonisation britannique, c'est un truc soft. Tu sais. Ben non, c'est pas soft, ça a été terrible. Ils ont brûlé nos maisons, ils ont violé nos femmes, ils ont forcé les enfants à regarder ça. Ils nous ont crossés, ils nous ont volé, ils nous ont menti, ils ont tout fait. Bon, ben regarde, comment on fait pour s'en sortir? C'est aussi simple que ça. Tu sais. On ne sera pas aussi malpropre, on n'ira pas, on ne sera pas dans la violence, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais tu sais, je parle de rhétorique surtout. La rhétorique. Hein? La rhétorique, c'est important de rentrer dans la tête du monde avec des idées. Puis tous les moyens sont bons pour le faire. Tous les moyens. Sur le plan des idées. Absolument, absolument. Puis c'était ça ma question, plus que ne de faites savoir... pas vous, mais les gens qui nous écoutez, ne faites pas de montage maladroit sur le plan des idées, je le répète. Oh là là. Donc, on se retrouve dans cette situation-là, mais moi, je voulais rajouter, quand tu parlais, j'ai juste eu cette image-là. Hier, on a fait donc un retour historique, puis on parlait avec Robin Philpot tantôt. Ouais. La continuité, la véritable continuité historique, c'est que le Canada, c'est l'enfant de l'Empire britannique. On est un État on est colonisé au Québec, on vit la colonisation, puis on est encore dans cet État-là. Il y a beaucoup de gens puis ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire « Ah, il faut que les Québécois ne soient pas dans cette dynamique-là. On n'est pas vraiment colonisés. » Je pense que Christian Dufault, je ne sais pas s'il est là-dedans, mais il flirte avec ça. Là. C'est une idée souvent dans le camp conservateur de dire non, nous autres, on ne veut pas appartenir à cette espèce de camp de tiers-monde qui a été colonisé, tout ça. Alors que, je suis désolé, mais moi, on l'a lu hier, là, le rapport du RAM. Là. Si ça, c'est pas la philosophie que le Canada adopte depuis 200 ans envers le Québec, qui est clairement une philosophie raciste et coloniale, je sais pas comment on va s'en sortir. Ouais, ben, on dirait que je comprends un peu ce que l'autre tu veux en venir. Par contre, je serais curieux de. C'est qui les conservateurs qui refusent, mettons, d'entrer dans ce discours-là? Ben, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux. C'est quelque chose qui revient, qui ne veulent pas être associés
à ces luttes de libération-là. Tu sais, on va dire, euh, par exemple, moi, ce que j'utilise souvent, c'est l'exemple irlandais. Pour moi, les Irlandais, peu importe ce qu'on dira, c'est une source d'inspiration. Euh, Ils vont dire non, mais nous, tu sais, on n'est pas comparable à eux. Ou les luttes d'émancipation en Afrique, nous, c'est pas ça qu'on vit. Alors que moi, je pense qu'on vit le même. Fondamentalement, c'est la même chose, c'est du colonialisme, puis il faut qu'on s'en émancipe. Ouais. Je vais Ouais. garder les noms, là, mais c'est un Oui, oui, discours non, qu'on non, c'est entend. correct, mais écoute, c'est parce que la vérité se trouve au milieu. C'est-à-dire que Mhm. c'est complètement inutile et je pense aussi qu'on manquerait à notre devoir sur le plan intellectuel en refusant de voir ce qu'étaient les Québécois, disons, de la façon qu'ils l'étaient vraiment. C'est-à-dire les Québécois dans les années... tu sais, dans le livre Jusqu'aux Nègre années blanc d'Amérique, 50, là. dans le livre de Vallière, là, il dit au début, il dit les Québécois ont moins d'années de scolarité que les Noirs américains, les Canadiens français là, à l'époque. Et c'est le groupe sur le plan ethnique le plus pauvre avec les Autochtones et les Italiens à l'époque. OK? Donc ça, c'est une vérité. Bon. Maintenant que c'est dit, je pense que souvent, il y a certains conservateurs, et j'en fais partie, qui disent on est toujours là, les gars? Oui, absolument. OK, OK, parce C'est que j'ai vu passionnant. abonné, c'est devenu noir devant moi. Mais il y a certains conservateurs, et j'en fais partie, qui disent ben, le fait que le statut du Québec et le statut du Canadien français était celui-là, ça ne fait pas forcément en sorte qu'on a ce qu'il faut pour faire ça de la même manière qu'ailleurs. Tu ne peux pas comparer, mettons, je ne sais pas moi, les Indo-Chinois ou les gens en Amérique latine dans les années Mhm. 60 aux Canadiens français parce que la forme de colonialisme qu'on a subi nous a offert un semblant de confort. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se transposer comme ça. Ça ne modifie pas notre sociologie politique, notre façon de voir la souffrance qui a été celle qu'elle a été. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est un peu dommage parce que moi, j'ai pas mon dire que si on n'avait pas cette sociologie-là, on serait libre depuis plus longtemps. Si on était, disons, moins convaincus qu'on nous avait donné des nananes, OK? Puis nous a donné des petits nananes, hein, un petit gouvernement responsable. Lac de Québec. Oui, après la proclamation royale, OK, vous n'êtes plus obligé de faire votre serment du test. Tu sais, des affaires de même, c'est des nananes. Bon, ça, parce qu'on nous a donné ça, nous autres, on est convaincus que, ben écoute, c'était pas si pire que ça. Si on était moins convaincus de ça, ça irait plus vite. Mais c'est pas le cas. Donc, il faut tenir compte de notre philosophie politique, de notre sociologie québécoise. On est comme ça. Tu sais, on n'est pas des révolutionnaires. Moi, c'est un grand drame peut-être pour moi. Moi, quand il y en a qui me disent, non, mais c'est vrai, quand il y en a qui me disent, quelle fierté qu'au lendemain du 30 octobre, il n'y ait pas eu d'effusion de sang et de violence dans les rues. Puis là, tu fais, non, sans dire que j'aurais souhaité une effusion de sang ou de la violence, je ne sais pas si on doit en être si fiers que ça d'être tous rentrés travailler. Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense peut-être même que c'est une certaine forme de faiblesse. Peut-être qu'il aurait fallu sortir dans les rues. Donc, mais ce n'est pas le cas. Donc, partons du principe que ce n'est pas le cas, qu'il y a un confort, qui est assumé, auquel on tient. Puis, c'est juste une façon de gagner. Parce que si tu pars des mauvaises bases, puis tu te fais un roman dans ta tête, ben, tu perds du temps. Tu perds du temps, puis tu perds aussi quelque chose d'encore plus important que du temps, tu perds le combat. Je te remercie pour cette réponse-là parce que moi, j'aime la vérité, puis je pense que c'était une belle opportunité que tu expliques ça. Euh, Puis en plus, tu avais introduit le sujet avec Christian Dufour, donc il y a tout ce pan de la société québécoise qui effectivement, puis on le voit de plus en plus, Vincent Geloso a fait un livre dernièrement là-dessus aussi, à sa façon. Bref, il y a tout un pan de la société québécoise qui n'est pas sensible à tous ces arguments-là de on est dominé, puis la justice élémentaire pour un peuple, c'est de s'autodéterminer. La démocratie, c'est de prendre ses responsabilités, de les assumer, qui sont prêts à sacrifier tout ça au nom d'un espèce de confort ou d'une espèce d'illusion de confort. Puis j'aimerais te poser la question, est-ce que, puis elle est chargée ma question, mais moi je pense que c'est un confort qui nous tue à petit feu. Je pense que c'est pas vrai qu'on peut survivre dans le cadre canadien. Le fait français ne survivra pas au Canada, qu'on y reste ou qu'on le quitte. Euh, Notre culture risque de s'amoindrir puis de se folkloriser. Comment on fait prendre conscience à ces gens-là? Est-ce qu'il faut leur faire peur? Puis je le dis honnêtement, je pose la question ouvertement. Est-ce qu'il faut qu'on mette de l'avant cette idée-là que, dans le fond,
arrêtez avec votre confort, vous allez en subir les conséquences. Est-ce que tu penses que c'est une voie à adopter pour les souverainistes? Ouais, mais je pense que c'est déjà sainement adopté. Tu sais, il y a des moments qui s'en viennent. Regardez, là, personne ne pense à ça, là, mais le recensement s'en vient. Là, c'est 2026 normalement, parce que c'est aux 5 ans. Là, on va savoir qu'est-ce qui se passe avec le français à Montréal, au Québec, dans les maisons. Vous vous en rappelez, en 2021, ça avait donné du gaz beaucoup aux souverainistes. Donc, ça va arriver je ne sais pas exactement quand ça s'est publié en 2026, mais si c'est juste avant l'élection, puis c'est probable parce que l'élection, c'est vers la fin de l'année 2026. Donc, probablement que le recensement ou ses premiers détails auront été publiés. Pour moi, ça, c'est pas faire peur, c'est Non. rendre compte de la réalité. Puis, je veux juste le préciser aussi parce que j'ai rencontré l'autre jour une fédéraliste, quelqu'un que vous connaissez bien, la nouvelle présidente des Jeunes libéraux. Je l'ai assise face à Philippe Lorange, puis j'ai fait un débat entre les deux, ça s'en vient sur le podcast. Puis Bravo. elle dit un truc quand même assez intéressant à un moment donné, parce que Philippe Lorange, qui est un esprit très affûté, très brillant, il parle de ça, justement, du sort du Québec à l'intérieur du Canada, du français, de la posture, tu sais, qui est de plus en plus infériorisée des Québécois. Puis elle répond, c'est un discours de loser, ça. Tu sais, vous n'êtes pas tanné de passer pour des victimes. Puis tu sais, moi, j'animais le débat, là. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas prendre position, mais je trouve qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Parce qu'on ne peut pas juste parler de ça. Ça ne peut pas juste être ça. Tu sais, c'est pas mobilisateur. Puis, c'est un peu comme leur passer à POC sa palette, là, aussi, tu sais. Parce que les jeunes qui ne sont pas souverainistes et qui entendent des jeunes souverainistes dire le Québec va disparaître, il va arriver ici au Québec, on n'a pas d'avenir, Si c'est juste ça, alors je précise, si c'est juste ça, ben c'est facile après pour eux de dire, ben, coudonc, c'est pas censé être eux qui nous vendent du rêve, c'est pas du rêve qu'ils nous vendent du désespoir, finalement. Donc, il faut un mélange entre les deux. C'est ce qu'on ça s'appelle la rhétorique, un discours politique. Ça prend des deux. Tu ne peux pas juste vendre un truc puis pas mettre l'accent sur le fait que il y a des choses qui vont disparaître parce que c'est une réalité. Mais les chiffres sont assez bons pour nous le rappeler. Donc, quand ils passent autour de nous, il faut les absorber, il faut les mettre dans la face du monde comme ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que la grande majorité de notre discours doit être positif. Ça doit être un discours qui fait rêver, qui fait sourire, qui nous fait rire. Puis là, je suis vraiment rassuré parce que, puis je ne fais même pas semblant de l'être, il y a des artistes qui prennent la parole publiquement de plus en plus, qui le disent. Nous autres, on est souverainistes, puis là, on dit, OK, quel parti? C'est pas important. Tu sais, je lisais, c'est Lou Ariane Cassidy, je pense, dans une entrevue, OK, vous, c'est-tu le PQ? Elle dit, il n'y a pas de parti. Tu sais, là, c'est un vrai discours. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu des artistes me parler de la souveraineté sans que ce soit associé à la souveraineté à gauche et seulement à gauche. Parce qu'il y en avait depuis quelques années. C'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'artistes qui parlaient de souveraineté. Mais c'est la première depuis un bon bout que j'entends me dire, moi, je vais voter oui. Whatever, c'est quoi le projet? Je vote oui, moi. C'est pas un parti ou un autre. Ah, ça fait du bien, enfin, là. Hein? Le fameux discours de Falardeau, là. On fait la souveraineté par en avant, puis on checkera la couleur de la chaloupe après, là. Excellent. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai une question du public qu'on nous a demandé avant que ce soit toi, puis tu as ouvert la discussion. Toi, qu'est-ce qui te fait rêver dans le pays? Ben, moi, il y a un truc. Moi, j'ai beaucoup voyagé, quand même. Dans ma vingtaine, je me suis promené partout, à tous les continents. Le seul continent que je n'ai pas fait, c'est l'Océanie, parce que je me disais, je ne ferais pas 40 heures d'avion pour arriver quelque part où c'est des Blancs qui parlent en anglais, avec quelques kangourous ici et là, là. Donc, mais j'ai été partout, puis je trouve que les gens respirent mieux collectivement. Les gens ont de plus beaux sourires de planter d'en face. Ce pas des sourires qui passent, mais des sourires qui ont de planter d'en face quand ils sont chez eux puis quand ils ne se posent pas ces questions-là. Il y a quelque chose dans le malaise québécois qui regarde absolument notre situation, qui est un écho à notre situation politique. Puis ça, les gens, ils ne veulent pas l'admettre, mais les angoisses, l'anxiété généralisée, le fait qu'on ne s'occupe pas bien de nos routes, qu'on ne s'occupe pas bien de nos affaires, que notre patrimoine, tu sais, ça sert à une église qui ferme, on va en faire des condos. On n'a pas le goût de nous. On n'a pas le goût de nous parce qu'on est perdu.
chez nous. On sait pas, on se pose pas, on se demande pas de façon plus importante qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les lieux, les espaces, puis tout ce qui nous entoure, parce qu'on est confortable, puis parce qu'on a accepté de faire partie d'un cadre qui est incertain. Fait que moi, je me dis, ça va décider, ça va nous donner le goût de nous donner ce pays-là. Puis, c'est des choses, tu sais, je lance ça dans les airs, ça a l'air vaseux, je ne vous parle pas d'une loi, d'un projet économique, d'un projet politique. Je vous parle juste de rendre ça plus officiel, ce qu'on est, de nous donner un goût plus certain de ce qu'on est, puis ça va nous botter le cul pour les plus beaux projets qui s'en viennent, puis pour les grands chantiers du 21e siècle, qu'on ait enfin décidé de notre statut. Tellement. Puis là, Marc-Antoine, il va me dire que je relance le sujet, mais je veux quand même ajouter là-dessus parce que c'est concret. Puis moi, je le sais de ce que tu es en train de parler, donc de c'est comme un réconfort identitaire. Puis c'est très positif. Moi, j'ai passé ma vie, les gens le savent là, avec mon nom, mais moi, j'ai comme un pied dans la culture québécoise puis un pied dans la culture péruvienne. Puis j'ai passé ma vie à me chercher là-dedans. Ça a été très long, c'est pénible, c'est difficile quand. Puis moi, j'ai une mère québécoise là, quand même. Là. Donc imaginez pour ceux qui n'ont même pas cet attachement-là, d'arriver ici, puis les gens sont comme pas sûrs. On n'a pas la sédimentée, mais on n'a pas assez de référents clairs de c'est quoi être québécois, puis de fierté affichée. Fait que c'est très dur quand on vient de l'extérieur de pouvoir Ben oui. s'intégrer, s'assimiler, d'apprendre à aimer cette culture-là. Puis pour l'avenir, ça va être essentiel, je crois, qu'on ait cette culture québécoise-là bien identifiée, puis que quand les gens viennent ici, quand les gens se développent ici, ils sachent qu'ils sont québécois, puis c'est ça être québécois. Et ça, je pense que la souveraineté, c'est un outil formidable pour faire ça. Ça ne règle pas tout, mais c'est un outil essentiel. Ah ben, je suis absolument d'accord avec toi, parce que si l'avenir est aux crises climatiques, à l'arrivée de réfugiés, à la suppression des frontières, si c'est ça qui nous attend, ben, le statut du Québec à l'intérieur d'un Canada, donc un statut ambigu, ambivalent, incertain, une identité qui forcément est incertaine, ambivalente et ambiguë, ben, ça ne garantit pas un accueil à succès de ces gens-là. Si on sait qui on est, ben, on sait exactement comment ouvrir les bras, dans quelle position, combien on peut en recevoir, où on tape, dans l'arrière de quelle omoplate on donne la première tape. Tout est décidé, enfin. Donc, c'est bizarre, ça, parce que des fois, les gens disent ils ont retourné la rhétorique. Non, c'est vrai, c'est une certitude. Si on n'est pas bien dans notre peau collectivement, comment voulez-vous vraiment qu'on accueille les autres? Ça va toujours être dans une ambiance, disons, qui va nous être reprochée. Tellement. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir Merci à vous, les gars. échangé avec nous. Sérieux, ça fait toujours du bien. Vous arrêtez à quelle heure, là? À 20h ce soir. Amusez-vous. Donc, on invite les gens à suivre ton podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, notamment sur YouTube. Il reste du monde avec Rémi Villemeux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis on t'écoute à Cube Radio. Bye bye, les gars. Ciao. Bonne journée. Merci, Bye bye. Rémi. Bye bye.